Studio 54. Quand on pense à ce film, on a un sentiment de bien-être, de plénitude, le propre du film feel good. On a passé un bon moment, on a vu des gens beaux, riches et célèbres s'amuser, faire la fête et réussir, alors que quand on analyse froidement la situation, c'est un groupe de jeunes gens pauvres qui veulent désespérément se sortir de leurs conditions sociales et qui sont prêts pour ça à se prostituer, à se détruire, qui finissent drogués, junkies, pour toucher du doigt pendant quelques secondes un semblant de célébrité, de gloire et d'argent avant de se cracher de manière magistrale. Alors pourquoi ce film, qui est beaucoup plus intéressant et intense que ce qui paraît au premier abord, nous laisse ce sentiment de bien-être avec une telle noirceur? Rassurez-vous, vous êtes ni bête, ni fou, ni pervers. Le réalisateur est juste un manipulateur hors pair qui a réussi à tromper les studios et notre cerveau. Je vais tout vous expliquer maintenant avec une spéciale dédicace pour toi, Soumaya, pour cette vidéo spéciale Studio 54. C'est parti. Alors, Studio 54, il faut le rappeler, c'est quand même tiré d'une histoire vraie, celle d'un des clubs les plus mythiques du monde de la nuit. Un club qui, franchement, pour un ancien fêtard comme moi, j'aurais tellement aimé connaître cette époque et cette boîte. Il s'est passé des trucs de fou. Je vais vous raconter quelques anecdotes vraies. Vous n'êtes pas prêts, les gars. On va commencer par l'image la plus mythique, l'image la plus absolue que ceux qui connaissent le Studio 54 ont immédiatement en tête, celle du cheval blanc. Oui, la femme de Mick Jagger, Bianca Jagger pour ses 30 ans, est apparue sur scène sur un cheval blanc tenu par un mannequin totalement nu, recouvert de paillettes d'or. Et il a juste fait un passage rapide sur scène. On est dans une boîte de nuit quand même, je vous rappelle, on est dans une boîte de nuit. Imaginez les jeunes fêtards là, vous êtes en boîte de nuit, vous avez un cheval blanc qui passe sur la piste de danse avec vous. Bon, alors le bien-être animal, c'était pas ce que c'était, ni le bien-être enfantin, on verra ça plus tard, mais ça suffit à créer l'image la plus iconique et qui, 50 ans après, reste dans les mémoires. Et quand je parle de bien-être enfantin, en fait, pour un Noël, Steve Rubel, le patron, il a voulu créer une crèche vivante. Et donc, du coup, il a suspendu des enfants au plafond. Il devait jeter des paillettes d'or sur scène. Sauf qu'avec les fumées, on est dans les années 70-80, hein, les gens fumaient encore, ils fumaient comme des pompiers partout. On n'est pas aujourd'hui où c'est interdit, c'était même légal de fumer dans les avions à l'époque, hein, pour vous dire. Il y a des enfants qui sont évanouis, d'autres qui ont été pris de vertige. Aujourd'hui, ça serait le procès, et à juste titre, direct, mais à l'époque, ça passait. Voilà. Un jour de la Saint-Sylvestre, Steve Rubel a commandé 4 tonnes de paillettes d'or qu'il a fait balancer du plafond au sol. Alors c'était magnifique, sauf que ça s'est infiltré dans les conduits d'aération et même dans les poumons des clients. Et il y en a qui, quelques mois après, on en a encore retrouvé dans leurs poumons. Et il y a un client qui a dit que si tu étais au Studio 54 ce soir-là, tu continuais à briller pendant 6 mois. Dolly Parton était une habituée. Et un jour, pour une de ses soirées, elle a transformé le club en une ferme géante avec des poules et des chèvres en liberté au milieu des clients défoncés qui dansaient. Non mais c'est n'importe quoi. Sincèrement, le bien-être animal. Une anecdote que l'on voit dans le film, rappelez-vous, cette vieille femme qu'on voit dans le film qui danse, elle a vraiment existé. C'est inspiré d'une avocate de 77 ans qui s'appelait Sally Lipman. Et après la mort de son mari, elle est venue danser au club, elle est devenue l'emblème du club parce que Steve Rubel pensait, et moi je pense qu'il a raison, que le club c'est un état d'esprit, n'est pas une question d'âge. Et donc d'avoir cette femme de presque 80 ans qui dansait avec des jeunes de 20 ans toute la nuit, ça a contribué à l'image de ce club mythique. Allez, on va faire une dernière anecdote pour la route. Un jour, il a voulu faire une white party. Et donc du coup, il a fait venir dans son club plusieurs tonnes de sable blanc ultra fin. Magnifique, extraordinaire. Sauf que ça s'est infiltré dans les platines des DJ, dans les moteurs des ascenseurs et que ça a coûté, ah oui, dans les chaussures de luxe des clients. Et ça a coûté une fortune en réparation. Mais Steve Rubel s'en fichait parce que, en fait, il avait compris que l'image qu'il renvoyait dans ses fêtes démesurées, ça permettait derrière de ramener des max de clients qui payaient des fortunes. Il a gagné des montagnes d'argent. Il a même dit qu'à part la mafia, personne ne gagnait plus d'argent que lui. Et c'est ce qui a signé sa chute. Puisqu'il a dit ça à la télévision, ça a attiré le regard du fisc qui a fini par fermer sa boîte. C'est une boîte qui, de mémoire, a duré environ 4 ans. Ça n'a pas duré non plus fou. Et c'est fou de se dire que cette boîte qui a duré à peine 4 ans, 50 ans après, les fêtards la connaissent encore et en parlent avec des... Et ceux qui l'ont vécu, moi j'en ai rencontré un, Jean-Pierre Caffon, ce comédien, alors
Les petits jeunes, je pense que vous avez un peu oublié Jean-Pierre Calfon, mais Jean-Pierre Calfon, il a été une star et même une icône internationale du monde du cinéma. Et il m'a parlé en off, elle n'est pas dans l'interview, que je vous conseille de regarder, qu'il a connu le Studio 54 de New York, qui m'en parle encore avec des étoiles dans les yeux. Et pourtant, c'est un homme qui a beaucoup vécu. Allez voir l'interview, vous comprendrez par vous-même. Alors le film, on suit l'histoire de Shane, interprété par Ryan Phillippe. Et à ce propos, je ne comprends pas que ce gars ne soit pas devenu une superstar. Comme il est bon comédien, comme il est badass, comme il est sexy à mort, mais c'est comme il est charismatique. Il y a Marc Dacascos aussi dans le même titre. Ces deux comédiens, quand je les ai vus, moi c'est ma génération, les années 2000. Hein. Donc j'ai connu jeune homme et j'ai pris des claques en les voyant, et je comprends pas qu'ils aient pas une carrière beaucoup plus incroyable que ce qu'ils ont eu. Bref, on suit l'histoire de ce jeune homme qui habite dans le New Jersey. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec le New Jersey. Hein, rappelez-vous, Coyote Girl, c'est pareil, elle vient du New Jersey. Et les deux, ils ont un point commun, c'est qu'ils rêvent de traverser le fleuve pour arriver à New York et donc se sortir de la condition sociale. En fait, je pense que c'est un petit peu comme en France à Paris, la banlieue parisienne et Paris. Voilà, il y a un peu ce fantasme-là, traverser le périph'. Un soir, il sape avec ses potes pour essayer de rentrer au Studio 54. Alors, le Studio 54, c'est la réalité. Pour rentrer, il fallait être beau ou badass. Et il y a des ouvriers qui pouvaient rentrer pendant que des stars internationales se voyaient refuser l'accès par un Steve Rubell qui était un vrai connard. Et d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse quand même, parce que dans le film, on a de l'empathie, on est admiratif de ce personnage joué par Mike Myers. Alors qu'en fait, c'est un gros fils de... On va pas se mentir. C'est un pervers narcissique, cruel, manipulateur. Franchement, quand on analyse froidement la situation, il n'y a aucune raison d'avoir la moindre empathie pour ce gars. Bref, Shane arrive à rentrer dans cette boîte de nuit, le Studio 54, et même à se faire embaucher comme serveur. Il devient l'icône torse nu du club et tombe éperdument amoureux de Julie Black, incarnée par Neve Campbell, une starlette de soap opéra qui fréquente les VIP. Il est assez intéressant de voir comme Shane la prend en exemple de réussite alors qu'elle-même pense avoir raté sa carrière puisqu'elle rêve de cinéma et qu'elle n'est seulement que dans des séries pourries. Une des histoires du film, c'est le trio d'amis. Shane se lie d'amitié à Greg, un serveur qui rêve d'argent facile, et sa femme Anita, jouée par la merveilleuse Salma Hayek, la préposée au vestiaire qui ne vit que pour devenir une diva du disco, quitte à se prostituer pour y arriver. Ensemble, ils forment une famille de substitution dans les coulisses du club. Mais l'ambition et la drogue vont tout fissurer. Greg finit par voler dans la caisse pour survivre, tandis qu'Anita tente désespérément de percer sous les projecteurs. Et entre son obsession pour Julie et sa loyauté envers Greg et Anita, Shane va réaliser que le Studio 54 est un paradis qui dévore ses propres enfants. Mais que sa gloire n'est que superficielle, qu'il n'est qu'en fait un jouet pour les puissants et un jouet parmi tant d'autres. Il y en a eu 50 avant, 50 après. Il y a une scène magnifique dont le patron se fout de sa gueule littéralement. Il lui explique qu'il n'est personne. Et que si oui, il a fait la couverture d'un magazine, et ben c'est le 50e, 60e avant lui, et qu'il y en aura encore 50 et 60 après lui qui feront la même couverture et qui seront la star d'un jour avant d'être oubliés aussi vite. Tiens, on dirait des émissions de télé-réalité d'aujourd'hui. Et quand le fisc débarque et les lumières s'allument, il ne reste plus que les débris d'un rêve et une histoire d'amour impossible. En attendant, ils auront connu la drogue, la prostitution, certains mourront d'overdose et certains auront l'illusion d'avoir réussi et tomberont de haut. Tout ça sous la coupe et le regard d'un grand patron pervers et manipulateur qui ne se sert d'eux que pour gagner un maximum d'argent. La scène finale, c'est on retrouve Shane. Quelques temps plus tard, il a mûri, il a quitté le monde de la nuit, il s'est libéré de ses démons, en partie grâce à sa sœur quand même, dans cette scène magnifique, dans laquelle sa petite sœur lui dit, bah si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Donc si toi tu te drogues et que c'est bon pour toi, bah je peux me droguer moi aussi alors. Et donc du coup, il comprend conscience des méfaits et il jette tout, il balance tout. Alors pourquoi, malgré sa noirceur, ce film nous fait tellement sourire et rêver? Pourquoi ce film est feel good dans notre tête? Parce que le réalisateur, il nous a bien manipulés. Alors déjà, les gens, ils sont beaux, ils sont tous beaux et sexy. Et même quand ils se détruisent et même quand ils font des choses les plus affreuses, en fait, l'image, on voit des gens beaux. Et donc le cerveau, il enregistre la beauté et ça lui suffit pour être heureux. Ensuite, c'est sur de la musique disco. La musique qui fait danser, la musique qui fait rêver. On parle d'un club mythique, un club qui, 4 ans d'existence, 50 ans après, on en parle encore, les gens la connaissent encore. Ce club, il est rentré dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre boîte de nuit, à part le Palace en France, qui est resté dans l'histoire? Alors, franchement, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Queen ou le VIP, dans 50 ans, on en parle encore. Et après, et c'est là où le réalisateur a fait du
bon boulot. C'est que ce film est un bonbon visuellement. Il a fait des filtres bleus et dorés, colorés, des reflets dorés et des néons vibrants. Ce qui fait que même quand les personnages se détruisent, dans les coulisses, ils sont beaux. Ce film sublime la décadence. Et ton cerveau, en fait, il a enregistré la beauté des images. Avec la musique qui te fait envie, qui donne envie de danser. Et puis, pendant quelques temps, un peu comme dans Scarface, hein, les gars, ils ont réussi. Ils viennent de nulle part. Ils fréquentent les gens les plus riches et les plus badass de la planète. Ils sont riches, ils sont célèbres. Enfin, ils croient qu'ils sont célèbres. Ils dansent, ils font la fête, ils gagnent de l'argent. Tu te dis, waouh, c'est génial. Et après, t'analyses le film et tu te dis, waouh, en fait, c'est terrible. C'est horrible ce qui s'est passé. Mais, tu te dis, ils l'ont fait. T'as un petit sourire en coin en disant, ok, ils ont vécu dangereusement, ok, ils ont fait des excès qui auraient pu leur coûter cher et certains ça leur a coûté cher, mais ils l'ont fait, ils l'ont vécu. Voilà, on n'a qu'une vie, one life. Tiens, spécial dédicace à ma petite sœur d'amour, one life. Alors il y a un truc qui est bien montré entre la réalité et le film, c'est que en apparence, ce club, tout le monde dansait avec tout le monde. Un ouvrier pouvait danser à côté d'une star de cinéma ou de la chanson. En apparence seulement, parce que, et c'est bien montré dans le film, il y avait 3 niveaux de club. Donc tu avais la piste de danse avec la lune. Ensuite, tu avais les balcons. Le balcon dans lequel, qui était beaucoup plus sombre. En fait, c'était les balcons d'un ancien théâtre qui était beaucoup plus sombre et où il y avait beaucoup de jeux pour adultes qui s'y passaient, plus ou moins à l'abri des regards des autres, plus ou moins. Et puis, il y avait une salle en bas, un salon privé, dans lequel tu pouvais pas rentrer sans être invité personnellement par le patron, Steve Rubel. Et si t'étais pas une superstar, t'y rentrais pas. Donc dedans, t'avais Liza Minnelli, t'avais Mick Jagger, t'avais Andy Warhol, qui sont montrés dans le film d'ailleurs, Andy Warhol. Hein. Et comme il était un petit peu bipolaire, le patron, même si t'étais une icône, les soirs de mauvaise humeur, tu pouvais rester dehors. Et c'est le seul endroit de la boîte où la sécurité avait consigne de ne pas regarder. Donc il y avait un garde qui était dos au salon et qui regardait rien. Et apparemment, si on en croit les témoignages des anciens barman du Studio 54, il se passait des trucs de ouf. Des trucs de fou. Il y avait des fontaines avec du cristal de roche qui était dedans. Les gens se servaient dedans. Il y avait des plateaux d'argent avec de la drogue. Et dans la drogue, les meilleures réserves du patron qui gardait dans un coffre-fort. Et ça circulait librement. Les barman passaient 10% de leur temps à travailler et 90% à divertir. Mais divertir aussi pour des jeux pour adultes. Hein, on se comprend. Et tout ça est bien montré dans le film. Mais encore une fois, il l'a enrobé de manière visuelle tellement bien que ça passe. Et d'ailleurs, on va analyser ensemble plusieurs plans. L'image la plus célèbre du club, et qui a été très très bien reconstruite dans le film, c'est cette lune. Une lune géante avec une cuillère qui apporte de la poussière d'argent. Alors une référence, on s'est compris. Et dans le film, la lune est souvent filmée en contre-plongée, comme une divinité païenne qui surveille la foule. C'est le symbole de l'hédonisme absolu. Quand la lune descend, la fête est à son paroxysme, et quand elle remonte, c'est la fin de l'innocence. Ryan Phillippe, donc l'acteur principal qui joue Shane, il est souvent montré torse nu, en train de danser sur le bar, et il baigne dans une lumière dorée ou bleutée. La caméra de Mark Christopher traite Shane comme un objet de désir universel, masculin et féminin, et son corps devient une partie du décor, une statue grecque au milieu du chaos moderne. Et ça pour renforcer l'idée que le Studio 54 transformait des parfaits inconnus en dieux éphémères. Quand vous regardez le patron, je vous dis, dans le film, la performance de Mike Myers fait qu'on a de l'empathie pour lui. Alors que le réalisateur, en fait, il nous ment pas, il nous dit rien. Et dans la lumière, regardez bien, la plupart du temps, sa lumière, il est à moitié dans la pénombre. Il est souvent filmé dans son bureau ou dans les recoins sombres du club. Et donc le visage est à moitié mangé par l'ombre, avec seulement ses yeux brillants et sa peau cireuse. Car contrairement à la piste de danse colorée, l'espace de Rubel est étouffant. Et ça montre le contraste entre l'image publique, le roi de la fête, et la réalité privée, un homme paranoïaque, dévoré par le stress et la solitude. En fait, c'est un vampire qui regarde un peu son royaume se désintégrer. Et vous voyez, tout est dit dans l'image. Et c'est là la force d'un bon réalisateur. Cette grammaire cinématographique qui fait que tu sais pas, mais tu le perçois en fait. Ton cerveau le perçoit et comprend le film malgré toi. Une dernière scène qu'on peut analyser, c'est cette pluie de confettis qui tombe pendant la fête en boîte de nuit, où il y a beaucoup de ralentis. Et encore une fois, le langage cinématographique. C'est un chaos organisé. Et le but, et qui réussit à la perfection quand vous regardez ce film,
c'est de créer un sentiment d'euphorie, mais aussi de vertige. On sent que cette pluie de paillettes masque en réalité une grande tristesse. C'est un peu comme un dernier cri avant que les lumières s'éteignent pour de bon. Pour renforcer le réalisme des scènes, les figurants dansaient 12 heures par jour dans la boîte de nuit et le réalisateur a refusé qu'ils se changent ou qu'ils se reposent. La sueur que vous voyez dans le film et la fatigue étaient réelles. Et dans les figurants, il y a des anciens habitués du club. Ça donne à ce film un petit côté documentaire puisqu'il y a des figurants, des gens qu'on voit qui sont vraiment des personnes qui ont connu le club et qui jouent leur propre rôle en fait. Mike Myers, c'était son premier grand rôle en plus après Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. et il a porté des prothèses et un maquillage pour accentuer son teint terreux. Et il passait ses journées dans une caravane sombre pour garder un état d'esprit paranoïaque. Le film que vous avez vu au cinéma et peut-être à la télévision, c'est pas le film original, mais un film qui a été tronqué, assassiné. Mais un film qui est ressorti en director cut quelques années plus tard. Alors, rappelons-nous, le distributeur c'est Harvey Weinstein. Oui, ce célèbre distributeur qui a produit les plus grands films des années 90-2000 avant d'être en prison maintenant pour de multiples agressions sexuelles. À l'époque, c'était le roi tout-puissant qui faisait ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'est aussi la différence entre le cinéma français et américain. En France, c'est le réalisateur qui a le director cut. Aux USA, c'est les producteurs qui ont le director cut. Et en fait, dans le film, Shane, le film director cut, Shane, il est bisexuel. Et il y a une scène où on voit embrasser un autre homme et il y a des public tests. Vous savez, on monte le film à un public pour voir comment ils réagissent. Ils ont détesté voir Shane embrasser un autre homme. On est en 98, l'homosexualité n'était pas aussi bien tolérée qu'aujourd'hui, même si ça commençait. Et les studios ont paniqué et donc du coup, ils ont fait remonter tout le film. Puisqu'à l'époque, à la base, Mark Christopher avait fait un film dark, queer et cruel. Et ils ont même rappelé des acteurs que des mois plus tard, et c'est pour ça que dans certaines scènes, Ryan Phillippe a les cheveux plus courts, pour tourner des scènes de romance forcées avec Neve Campbell afin de masquer la bisexualité du héros. Dans la version originale, Shane couchait avec Greg et Anita. C'était un ménage à trois moderne. Et le studio a tout coupé pour en faire une simple histoire d'amitié bro entre Shane et Greg. Et du coup, le film est un peu vidé de son sang puisque Shane passait pour un gamin un peu bête au lieu d'être un opportuniste complexe. Alors pendant 17 ans, le vrai film n'a existé que sur des VHS qui s'échangeaient sous le manteau. Alors la VHS, pour les plus jeunes, c'est ça. C'est l'ancêtre du DVD en fait. Et, anecdote choc, lors de la première mondiale de la version restaurée à Berlin, qui s'est passée en 2015, les spectateurs ont fait une standing ovation de 10 minutes. Voilà ce que je pouvais dire sur Studio 54. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de regarder ou de découvrir ou de redécouvrir la version normale et la version director cut. Hier, j'ai fait une interview d'un accessoiriste qui a travaillé pour Jean-Pierre Jeunet, notamment sur Amélie Poulain. En fait, il a travaillé sur tous ses films. Il a travaillé pour Albert de Pontel, il a travaillé pour Martin Scorsese. Je pense que c'est une interview les plus longues que j'ai jamais faite. Elle va durer, à mon avis, un peu plus d'1h30. Mais elle est passionnante sur le métier d'accessoiriste. Il nous livre plein de secrets, plein de trucs. Je vous conseille vraiment de mettre la petite cloche pour pas la louper et de la regarder. Nous, on se voit très vite dans Voix du Ciné. À très bientôt. Et je dis bonjour à ma petite sœur. Allô, allô? Très bien. Eh ben, je vous rejoins. Très bien. Je viens de terminer ma vidéo, donc c'est très bien. Tu vois. Tu dis bonjour à mes abonnés. Attends, je mets le haut-parleur. Salut les abonnés de Marco Fino. Voilà. Et la tasse que je vous montre tout le temps, voilà, c'est elle. Allez. Bisous. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Salut les amis. Ai-je assez profité de mes tendres années impatients?